Laura Domange. Et bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On commence cette émission avec une chanson dans un instant qui est Sunny. Sunny, c'est dans votre spectacle, vous démarrez avec celle-ci. C'est la musique sur laquelle vous démarrez et c'est assez troublant quand on sait qu'en tant que bonne insomniaque, vous voyez surtout la nuit. En tant que bonne insomniaque, pardon. Vous voyez surtout la nuit, vous êtes surtout la nuit. Tout à fait, c'est vrai, mais en même temps, Sunny, voilà, c'est l'aube aussi, c'est le matin qui se lève. Je trouve que ça a une très belle énergie cette chanson. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est une chanson très chantante, très dansante. Ouais. C'est quelque chose, une musique qu'on met souvent quand on part en vacances, sur les stories, notamment sur les réseaux sociaux. Aussi. On adore et qui a bien un grand succès. Et ça met la pêche et je trouve que ça met de l'optimisme dans sa journée. Et ça, c'est très important quand on est insomniaque. C'est juste, on va écouter un petit bout si jamais on peut sur l'antenne de Radio J, c'est l'occasion de se remémorer un petit titre un peu sympa. Dans quelques secondes parce qu'on a un petit souci technique. On va passer à la suite, bien évidemment, Laura Domange. Alors, vous avez un spectacle qui s'appelle Une nuit avec Laura Domange. C'est à la Nouvelle Scène depuis janvier dernier, il me semble. Oui, tout à fait. Depuis mi-janvier dernier, c'est tous les jeudis à la Nouvelle Scène et bientôt, là, on va prolonger les jeudis et vendredis. Et c'est super. Je suis ravie d'être. C'est une péniche qui est devant Notre-Dame sur la scène. C'est vraiment. Où de nombreux artistes jouent de plus en plus. Bien sûr, ma collègue, amie, précieuse, talentueuse. Rosa Bernstein également. Que nous avons reçue. Voilà. Tout à fait. Alors, votre spectacle, on va bien sûr prendre le temps d'en parler, mais vous dites, il faut qu'on arrête de juger les gens sans connaître leur temps de sommeil. Et je voulais qu'on s'arrête sur ça. Mais en fait, moi je trouve, et surtout quand on est des femmes, ça se voit pas forcément sur notre visage quand on n'a pas beaucoup dormi. Nous, on peut tricher avec du maquillage. C'est vrai, ce que les hommes peuvent moins faire, même si maintenant, pourquoi pas. Et puis s'ils le font bien, tant mieux. De toute façon, l'art du maquillage, c'est que ça ne se voit pas. Mais ça se voit pas forcément sur notre visage, je trouve, notre temps de sommeil. Et pourtant, quand on est crevé, on fait beaucoup de bêtises, énormément. Et c'est vrai. Voilà. Vous le dites, mais moi j'aimerais connaître les bêtises. Vous dites, nos insomnies nous servent alors de bonnes excuses, puisque le jour où vous dites dans votre spectacle que vous avez pécho un autre mec, que le vôtre, eh bien, il s'en est aperçu et vous lui avez répondu, je ne t'ai pas trompé, je me suis trompé. Mais bien sûr, parce que quand on dort pas beaucoup, on confond le sel avec le sucre ou son mec avec son père. Oui, là c'est quand même un peu compliqué, mais en tout cas votre spectacle est hilarant. Vous dites aussi la nuit que vous avez des idées de dingue. Lesquelles ? J'ai des idées de dingue. Je me dis mais pourquoi est-ce que j'inventerais pas par exemple un concept de chauffeur VTC psy ? Vous voyez, parce que comme ça rentabiliserait un petit peu la course et on arrêterait de se taper des conversations insupportables à Paris, genre Hidalgo, les bouchons on peut plus rouler. C'est ça. Vous voyez, on parlerait de sujets un petit peu plus nécessaires et constructifs pour le monde. On parlerait de moi et ça pourrait s'appeler Joe le tax psy. On aime beaucoup. C'est une très bonne idée. La nuit vous va très bien. Vous avez sorti d'ailleurs un livre qui s'appelle Bonne nuit de merde aux éditions First. En toute élégance. Oui. En toute élégance, bien sûr. Vous parlez justement de ça et on va y revenir dans notre émission parce qu'on aura le temps. Mais des petits conseils d'abord pour les insomniaques, puisque voilà, on démarre cette émission avec ce thème. Vous comptez les moutons et vous comptez beaucoup les moutons. Je compte beaucoup les moutons. Alors, si je peux donner des conseils, eh bien, ça serait aucun. Voilà, parce que chez moi, tout marche, mais un temps. Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est vraiment d'accepter son insomnie et d'essayer de le transformer, d'écrire des spectacles et des livres, pourquoi pas. Alors, on va parler de vous, Laura Domange, en profondeur, mais je vais encore rester un tout petit peu sur l'insomnie. Vous allez comprendre pourquoi. Vous dites, ma vie, c'est un peu de sommeil et beaucoup d'alcool, ce qui fait beaucoup rire. Ça, c'est aujourd'hui, mais en réalité, vous êtes insomniaque depuis vos 10 ans. Et vous dites que vous avez vous avez sans doute cherché une explication. Je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est très rare d'être insomniaque à l'âge de 10 ans. Alors, on va pas faire une émission d'humour aujourd'hui, vous l'avez compris, mais une émission psychologique. Dites-nous, est-ce que vous avez trouvé pourquoi ? Alors, apparemment, j'explore une piste, c'est celle de l'hyperactivité cérébrale, en fait. Il y a beaucoup de personnes dans mon cas, c'est-à-dire que chez moi, ça tourne beaucoup et tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas des insomnies du type, je sais pas. Ça s'appelle le cerveau en arborescence. La pensée arborescente, exactement. Oui, tout à fait. Et vous dites, j'ai été voir un psy, on m'a dit que j'étais HP alors que j'étais HS, ce qui est assez drôle quand même quand vous en parlez. Donc ok, on voit un petit peu, on est très au fait de ça sur Radio J parce que c'est des thèmes qu'on évoque énormément. J'ai reçu Natacha Calestrémé sur le sujet, j'ai reçu d'autres invités et Maurice Barthélémy qui nous en a longuement parlé puisqu'il a sorti un livre sur le sujet. Donc c'est intéressant de voir que vous faites partie de cette team des hypersensibles, hyperactifs, enfin des hyper tout court.
cours. Des hyper, comme 30% de la population, je crois. Et il se trouve qu'il y a beaucoup ça chez des artistes, en l'occurrence. Je crois qu'on l'observe beaucoup, mais je pense que parmi nos auditeurs et nos auditrices, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se reconnaître dans le fait de penser tout le temps et beaucoup. Et généralement, les gens me disent « Oh, mais tu penses trop ». Mais moi, je pense que ces gens-là ne pensent pas assez. C'est une belle façon de voir, mais j'en ai vu une autre pour vous, Laura. J'ai peut-être trouvé. Vous dites que dès l'âge de 10 ans, vous avez intégré une compagnie qui s'appelait Les Sales Gosses sur un malentendu. Oui, tout à fait. Pourquoi un malentendu déjà ? Parce que moi, je voulais prendre des cours de théâtre. Je les avais vus sur scène à l'Olympia et j'avais dit à mes parents, moi qui cherche à faire du théâtre, j'aimerais trop faire ça. Et ils imitaient des humoristes de l'époque assez connus, enfin même très connus, Elie Kakou, Elie Semoun et compagnie. Et moi, je les voyais, je me disais, c'est génial. Et à la fin du spectacle, ils distribuaient des petits tracts, des prospectus pour prendre des cours avec eux. Et donc, moi, j'avais trop envie de faire du théâtre, donc je m'étais dit, tiens, je vais prendre des cours avec eux. Et sauf qu'en fait, à ce moment-là, quand on a appelé, ils ont cru que je postulais pour intégrer la troupe et donc, du coup, pour passer un casting. Et donc, ils ont souhaité me rencontrer. Moi, je pensais que c'était pour valider mon inscription. Or, c'était un casting. Et à l'issue de ce casting, j'ai été prise pour un contrat d'exclusivité, 3 ans, machin. Moi, j'avais 10 ans. C'était impensable, ni pour moi, ni pour mes parents. Et puis, au final, sur ce joli malentendu, à force d'avoir tiré un peu sur les chemises de mes parents, s'il vous plaît, eh bien, ils ont accepté. Et c'est ce que j'ai fait, pendant 3 ans. Et donc, vous avez été pendant 3 ans à Bobino. Est-ce que finalement, cette insomnie est peut-être née de cette appréhension ou de ce stress ou de cet engouement d'être au lendemain. Est-ce que vous avez pensé à ça puisque c'est à vos 10 ans que vous avez commencé à être insomniaque ? Oui, alors en réalité, non. C'est justement, ça m'a très bien convenu le fait d'être sur scène parce que j'étais un peu déjà considérée comme un oiseau de nuit. Je m'allumais au moment où les gens s'éteignaient. Donc, entre 2h et 4h du matin, c'est ce que vous dites. Il y a quelque chose de particulier. Ça, c'est le pic, hein, c'est magnifique, c'est les meilleures heures. Mais l'âge à 10 ans, les gens vers 21h, les enfants commencent à les yeux tombent un peu. Moi, au contraire, c'était là, allez, on fait des trucs et tout. Et j'ai porté un corset quand j'avais 10 ans. Et ça m'a bien pourri mes nuits. Donc, je pense que c'est ça qui a commencé à me faire gamberger. Mais le goût pour le fait que tout s'éteigne et qu'on soit seul face à soi-même et face à une ville endormie, il y a quelque chose de très romantique là-dedans et que je percevais déjà enfant. Alors vous décidez donc de faire de vos insomnies le cadre de votre nouveau et prochain spectacle. Enfin, prochain, je sais pas si c'est, je dis prochain parce que je sais pas si c'est le 2e ou le 3e en réalité. Le spectacle, alors on peut pas dire prochain puisque c'est l'actuel. Voilà, oui. Mais c'est mon 2e spectacle. C'est votre 2e spectacle. Une nuit avec Laura Domange qui se joue donc depuis mi-janvier dernier à la Nouvelle Scène, tous les jeudis à 21h15 et en prolongation à partir du 6 mai, tous les vendredis à 21h, si ma mémoire est bonne, pendant Shabbat. Mais certains ne font pas Shabbat, donc c'est l'occasion d'y aller. Voilà. Jusqu'au 16 juin. Comment vous qualifiez ce spectacle ? Alors, je le qualifie de, on va dire, humoristiquement onirique. D'accord. Et vous dites aussi que c'est l'œuvre de la maturité d'une personne immature. Est-ce que vous voyez comme immature Laura Domange ? Je me vois profondément immature, oui. 35 ans, je suis pas encore mariée, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de permis. Alors, je me permets, pour moi, c'est pas ça l'immaturité, mais peut-être que vous n'avez juste pas sincèrement trouvé, ou voilà, la vie fait que parfois elle fait des choses incroyables, peut-être que vous avez aussi favorisé votre travail. Là, je plaisante bien entendu en disant ça, mais je le remarque par rapport aux personnes issues d'un quotidien, on va dire, entre guillemets, plus normal. Eh bien, je me sens profondément à la ramasse et immature. Moi, je sais pas comment dire, c'est les gens à 22h, ils ont pour habitude de se dire, bon, on va penser à la fin de la journée. Moi, c'est là qu'elle commence, donc forcément, avec tout ce que ça implique, j'ai envie de sortir, de croquer la vie, de déconner en permanence. Ouais, je pense que je suis assez immature, effectivement. Je ne sais pas faire mes papiers, tous les trucs d'adultes. Ah là là, ça, pour moi, j'en ai une phobie monstre. On va écouter un extrait de votre spectacle et on en reparle. Vous connaissez le CBD ? Oh, la salle de bobo, j'adore. La bœuf légale, quoi. C'est de la bœuf sans THC, voilà. C'est-à-dire c'est de la bœuf sans bœuf. C'est-à-dire c'est du persil, voilà. C'est du persil à 20 € le gramme, quand même. C'est pas un truc de fou. Je veux dire, aujourd'hui, on mange des yaourts sans lactose, du pain sans gluten, on fume de la drogue sans drogue. C'est génial, je trouve, pour une existence sans joie.
Et vous parlez de ces générations qui doivent rigoler en nous voyant, nous, aujourd'hui, avec le CBD et compagnie. Ben, c'est sûr. Et moi, je vois quand ma mère me raconte son adolescence dans les années 70, c'était tellement rock'n'roll. Et c'était rock'n'roll, mais c'était flippant aussi. Elle disait, ouais, la grande mode, c'était de nous mettre du LSD sans qu'on le sache. J'étais là, oh là là, c'est violent. Alors que nous, aujourd'hui, on est là, ouais, le CBD, tu veux essayer, c'est génial, c'est hyper détendant. Je me dis, c'est vraiment pas la même époque, très clairement. C'est pas la même époque. À l'époque, les années 70, j'ai l'impression que c'était l'endroit de toutes les possibles. On transgressait toutes les limites. Et aujourd'hui, tout le monde est masqué. Enfin, voilà, les temps obligent aussi. Hein. C'est absolument pas une critique. C'est juste une constatation. Je me dis, mais dans les années 60, s'ils nous voyaient, les gens des années 70, ils riraient vraiment de notre monde très, très étrange et très aseptisé aujourd'hui. Alors, dans votre spectacle, vous parlez de beaucoup de choses. Vous parlez du féminisme aussi. Vous parlez de plein de sujets. Mais on apprend surtout à vous connaître profondément aussi, puisque vous dites que votre mère est juive marocaine, votre père est catholique niçois, et vous leur cherchez des points communs. Bah, c'est vrai que le seul point commun qui est entre ces deux cultures, c'est l'huile d'olive, très clairement. Il n'y en a pas d'autre, si ce n'est peut-être, les avertis sauront se reconnaître. L'autre point commun, ça pourrait être le goût pour les habits très clinquants. Les habits très clinquants, c'est ce que vous dites aussi. Et vous dites que vous n'avez pas hérité de la pommade, mais des cheveux foncés et des poils qui vont avec. Exactement. C'est assez hilarant dans ce spectacle. Vous dites aussi un petit clin d'œil à Éric Zemmour. Vous dites, vous lui demandez à ce qu'on coupe, enfin, il dit qu'on demande à ce qu'on coupe avec ses origines, et vous voulez bien à condition qu'il vous paye le laser. Ouais, à condition qu'il me paye l'épilation et le laser, très clairement, parce que c'est vraiment la seule chose dont j'ai hérité de mon côté méditerranéen. C'est peut-être le point commun qui est entre mes deux origines, c'est vraiment la Méditerranée. Et vraiment, la seule chose dont j'ai hérité, c'est les hanches prépondérantes et les poils. Donc, franchement, avec grand plaisir, s'il m'offre l'épilation et le laser et une petite lipo. C'est vrai. Vous parlez de ça avec un joli second degré. Vous parlez d'autre chose aussi avec un second degré. On va y venir avec vous, Laura Domange. Mais d'abord, votre famille, vous êtes issue d'un mariage mixte. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans cette quête d'être avec quelqu'un de votre religion? Et si oui, laquelle? Alors, en fait, c'est vrai que pour moi, l'union de mes parents est vraiment à l'image de toute ma vie. C'est-à-dire, ma vie est très bordélique. Elle est très fournie et très double. Mais d'ailleurs, dans mon spectacle, il y a toujours une dualité qui s'instaure. Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir, même dans mon humour. Dans mon humour, je peux dire tout et son contraire, en fait. Et il y a un petit peu ce truc-là de très jeune, avoir compris que la vérité, en tout cas, de mon point de vue, n'existait pas. C'était qu'une succession de points de vue et de prismes différents. Et de par le fait d'avoir des personnes d'origine et de culture extrêmement différentes et opposées, ça m'a toujours mis au milieu, en fait, dans le fait de pouvoir absolument dire tout et son contraire. Donc, il y en a qui disent que j'ai l'esprit de contradiction, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est juste pour mettre de la nuance dans absolument tout. Je n'aime pas les vérités posées radicalement comme ça. J'essaye d'apporter de la nuance partout et tout le temps. Voilà. Et donc, ça a eu cet impact-là, je pense, cette dualité des origines. Après, c'était effectivement, pour moi, c'était très étrange. C'est-à-dire que de mon côté maternel, bah voilà, il y a vraiment toute la culture juive et marocaine de laquelle vraiment je suis profondément issue. Surtout qu'en plus, on avait nos attaches au Maroc jusqu'à il y a peu. On avait notre maison là-bas, d'enfance, voilà, la maison dans laquelle ma mère est née, etc. Donc, j'avais vraiment cette attache-là très, très forte. Et après, quand j'allais dans ma famille paternelle, alors là, c'était tout l'inverse, c'était une toute petite mentalité de village français très 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 étriqué. Voilà, je vais pas dévoiler leurs opinions politiques, mais on va dire qu'ils n'étaient pas extrêmement tolérants envers tout ce qui venait de l'étranger. Donc il y a vraiment un espèce c'est assez fou en fait quand on prend un peu de hauteur là-dessus, de voir quelles sont mes origines. Et j'ai l'impression que c'est à l'image de tout et très vite, ça m'a donné une très grande aussi ouverture d'esprit. C'est ce que j'allais vous demander. Donc, vous êtes aujourd'hui, vous vous sentez juive, vous vous sentez catholique, profondément juive? Oui, profondément. De toute façon, je pense que c'est compliqué de ne pas être concernée. Déjà parce que c'est ma mère, ce qui est très étonnant d'ailleurs. C'est très injuste, je trouve, un nom de famille. Parce que Laura Domange, ça ne saute pas aux yeux. Tout le monde dit, t'es juive, mais pourtant tu t'appelles Domange. Oui, mais c'est la mère qui transmet. C'est vrai. Donc, oui, profondément. Alors après, j'ai l'impression que c'est
c'est aussi un sentiment d'appartenance qui vient du fait aussi que comme on est en minorité, en tout cas en France, on ne peut que constater très jeune le sentiment d'inadéquation par rapport à une norme établie. Oui. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qui renforce, peut-être ce qui a dû renforcer mon sentiment d'appartenance, et puis toutes les valeurs aussi transmises, moi qui m'ont été transmises, que j'ai énormément appréciées. Et j'ai fait de moi-même les démarches, contrairement à certains enfants qui ont été inscrits tôt au Talmud et tout. Moi, j'ai de moi-même fait les démarches quand j'avais 10 ans pour faire ma bat mitzvah en fait. Et donc, je suis la première femme de ma famille à avoir appris à lire l'hébreu. C'est beau. Ouais, voilà, c'est très beau. Ah bah écoutez, c'est très beau. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous cherchez quelqu'un de votre communauté ? Non. Clairement non. Vous gardez quand même cette mixité. Mais je ne cherche pas déjà. Donc déjà, je suis en couple. C'est pour ça que je dis non. C'est que je ne cherche personne car je suis très bien dans mon couple. Et alors pas du tout. Ça n'a jamais été une volonté. Après, c'est vrai que ça serait plus pratique culturellement. J'aurais préféré être avec quelqu'un de ma communauté, mais j'ai été aussi élevée dans l'ouverture. Dans cette ouverture. Et la seule chose qui était indispensable, c'est que la personne avec qui je sois me soutienne dans mes choix et dans ma spiritualité et qu'elle soit en adéquation, en tout cas pas en opposition. Et c'est profondément le cas. Vous avez répondu à ma prochaine question puisque vous m'avez dit que vous étiez en couple. Vous parlez beaucoup de célibat dans votre spectacle, beaucoup de teintes de féminisme aussi. Vous parlez avec beaucoup d'autodérision d'un sujet très lourd qui est l'avortement, en faisant notamment un doigt d'honneur à votre ex pour son silence. C'était un moyen de thérapie. Je vais un peu de mal avec ce mot, thérapiser, puisque je l'ai inventé peut-être, ce passage difficile, comme d'autres écrivent. Vous jouez encore des rôles sur scène ou en spectacle ? Alors, est-ce que c'est un moyen de faire une thérapie ? Probablement. L'humour, de toute façon, moi j'aime l'humour qui a un fond, quel qu'il soit, et je trouve ça toujours très intéressant dans la vie, de toute façon, d'avoir suffisamment de recul sur un événement pour pouvoir en rire. Et souvent, les choses qui nous paraissent insurmontables, quelles qu'elles soient, c'est formidable de voir à quel point le temps peut faire son effet et nous permettre d'avoir ce recul extraordinaire pour pouvoir après le raconter comme une anecdote. Donc ça, déjà, j'adore. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je trouve qu'on fait vraiment beaucoup plus passer des idées, des messages, des émotions sous couvert d'humour que sous couvert de leçons qu'on peut donner. Donc, ça m'importait de lever un tabou qui est très, 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 très présent, même en France, même dans un pays de droit, et d'un droit qu'on revendique et dont on est fier. Mais ce sujet est extrêmement tabou. Donc, je trouvais ça formidable. Enfin, ça me tenait vraiment à cœur. C'est même pas que je trouve ça formidable. Ça me tenait profondément à cœur d'en parler, franchement. Mais bien évidemment, ce n'est pas un cours, ni une leçon morale, ni rien du tout. Mais par contre, d'en parler avec bien évidemment beaucoup de légèreté et du coup de l'humour, quoi, vraiment, d'en faire un sketch. Ouais, ça m'a tenu à cœur parce que moi, sur scène, je parle des éléments et des événements qui composent ma vie et ça a été un pan très important de ma vie. Donc j'ai été obligée d'en parler. Obligée d'en parler, c'est une bonne chose. Vous dites aussi beaucoup de choses donc dans votre spectacle. Vous avez droit à la copine relou qui vous parle d'hypnose, ou encore au pote binaire avec sa phrase « t'es en vie, ça va, tout va bien, on n'en fait pas une maladie », ou encore, on l'a entendu, « essaye le CBD », ce que vous estimez donc être du persil à 20 € le gramme. Tout ça, donc, est-ce que c'est des choses vraies ? Tout est vrai. Tout est vrai. Ouais. Donc vous avez ces potes-là. Alors est-ce que vous avez essayé l'hypnose ? J'ai essayé l'hypnose. Moi, ça ne m'a absolument rien fait. Vous êtes détendu ? Non. Non. Il y a des phrases très drôles aussi dans votre spectacle. Vous dites que vous avez arrêté de fumer en 2016, que vous avez retrouvé le goût mais perdu celui de la vie. Alors là, je vous avoue que j'ai trouvé ça hilarant. Et puis vous parlez aussi des motifs de divorce comme le ronflement. C'est vrai, c'est un vrai motif de divorce. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi ? Je suis totalement d'accord avec vous. Attendez, mais moi, je sais pas. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non, pas en ce moment, mais ça peut arriver. Vous voyez de quoi je parle. Je vois de quoi vous parlez. Peut-être s'il y a des auditrices qui nous écoutent, qui partagent ça, ou des auditeurs d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes qui ronflent aussi, ne l'oublions pas. Enfin, quelles que soient les personnes, si votre moitié, en tout cas, ronfle, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Moi, la nuit, je regarde mon mec et je me dis que j'ai raté ma vie, très clairement. Franchement. Sur scène, Laura Domange, on vous voit hilarante, vous jouez la comédie, vous faites des jeux de mots, vous chantez même super bien. Véronique Sanson, Vanessa Paradis, ou encore Céline Dion, Stéphane Echer. Et vous dites même qu'Aya Nakamura, c'est la nouvelle Edith Piaf.
Oui, tout à fait. Je pense qu'Aya Nakamura, c'est la nouvelle Édith Piaf. En réalité, je dis ça, je ne veux pas spoiler la fin du spectacle, non, mais au bout d'un moment, je prouve pourquoi. Et les gens sont plutôt d'accord, même s'ils partaient avec quelques réticences au début. On va pas tout dire. Laura Demange, vous êtes humoriste, comédienne, autrice. Vous vous considérez comme une artiste engagée aujourd'hui ? Alors, j'ai l'impression qu'être une femme seule sur scène et de parler sans tabou, c'est être engagée. Voilà, ça serait ça mon engagement fort. Après, pour le reste, j'ai pas envie de me ranger dans cette catégorie-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour militer, il y a des penseurs, il y a penseurs/penseuses, des philosophes, mais je pense pas qu'il faille voir les humoristes comme, voilà, enfin en tout cas, il faut pas forcément prendre au sérieux ce qu'ils ou elles disent. Tant mieux si parfois ça vous fait réfléchir, mais c'est pas notre vocation première. Donc je me considère pas forcément comme militante ou engagée, mais en tout cas, effectivement, ça a un sens, je pense, d'être une femme seule sur scène. Oui. Vous êtes sur scène, mais vous êtes également à la télévision. Vous êtes sur Téva, dans une émission qui s'appelle Piquante, aux côtés de Nicole Ferroni. C'est encore tous les vendredis. Oui, à 22h50. Voilà, une sorte... Pareil, c'est raté pour les gens qui font Shabbat, mais il y a des rediffusions. C'est l'avantage, et on peut regarder aussi sur Internet. C'est une sorte de journal avec des sujets aussi fous que la disparition des mangeurs de gluten, la charge mentale ou encore le régime, il me semble. Alors en fait, moi, ce que je fais dans l'émission, je fais des faux reportages et des faux duplex. Voilà. Sinon, l'émission, c'est une émission de divertissement, un talk show avec aux côtés avec des invités. Avec des invités, et puis les humoristes, l'équipe d'humoristes, ce ne sont que des femmes. Et moi, dedans, j'interviens effectivement pour faire des faux reportages et des faux duplex avec plein de sujets comme ceux que vous avez décrits. On va écouter un petit extrait de Régime. Cette semaine, un duplex très spécial avec un invité redouté et redoutable. Il traverse les âges, les époques. Son succès est presque mondial. Il est l'allié, mais surtout la terreur des femmes depuis leur adolescence. Le Régime, bonsoir. Wesh, salut les grosses. Ah, oh là là, tout va bien. Alors, je crois que ça va pas. Tout va bien, oui. Monsieur le Régime. Monsieur le Régime, c'est assez marrant parce qu'en fait vous humanisez en fait le régime, qui est un sujet que tout le monde évoque, toutes les femmes et même certains hommes beaucoup en parlent. Comment vous avez l'inspiration de tous ces sujets qui sont pas évidents à trouver quand même, hein? Alors justement, c'est très compliqué. J'essaye de regarder un petit peu. Je lis l'actualité, je lis la presse, très peu, mais je regarde tous les gros titres en tout cas. Et quand ça m'intéresse un peu plus, je clique dessus et je regarde un peu quand il y a des journées mondiales, quand il y a des tendances, etc. Ces derniers temps, on avait parlé. C'était à l'occasion de la journée mondiale de la grossophobie. C'est pour ça que j'avais fait un duplex là-dessus. Je trouvais ça intéressant et drôle de personnifier le régime. D'ailleurs, si vous voyez la vidéo, il est complètement anémié. Il a plus de cheveux tellement il est en carence, et c'est drôle que vous disiez ça aussi parce que c'est la terreur des femmes et de certains hommes aussi, c'est vrai. D'ailleurs il a une réponse à ça, mais je vous laisserai découvrir la vidéo en entier. On laisse nos auditeurs vous découvrir également en venant vous voir sur les réseaux sociaux. Laura Demange, on continue à parler avec vous et de vous dans cette émission.